Elie Semoun, il a perdu sa mère très tôt et on lui a caché. C'est-à-dire que je crois qu'on a dû lui dire elle est partie en voyage ou quelque chose comme ça, elle est partie. Et il n'a pas été convié à son enterrement, ni ses frères et sœurs. Et c'est des deuils qui sont très très difficiles à faire après. Il y a quelques mois, j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Dans ce livre, on parle beaucoup de la mort et on parle beaucoup du deuil. En lisant ce livre, je me suis rappelé qu'on parlait pas beaucoup de la mort et quand on n'en parlait pas distinctement. On utilisait plutôt des termes de « il est parti » ou « on ne le reverra plus ». On peut le voir par exemple dans Bambi. Bambi, ne te retourne pas! Cours dans la forêt! Cours! Mais on peut également le voir dans l'épisode des frères Scott où Jamie, un petit garçon, apprend que un de ses meilleurs amis qui avait 17 ans est mort. Au départ, ses parents refusaient qu'il vienne à l'enterrement, puis ils ont fini par accepter car ils ont compris que ça faisait partie de son deuil. Et du coup, je me suis demandé pourquoi on parle pas de la mort. J'ai rencontré Amélie Poggi, éditrice, qui a publié Petit à petit, Accompagner la mort, accompagner la vie, pour mieux comprendre et mieux y faire face. J'ai rencontré la mort assez jeune, enfin un peu trop jeune à mon goût, puisque j'ai perdu mon père à 16 ans. Et ensuite j'ai perdu ma mère à 23 ans. Mes parents sont morts d'un cancer, tous les deux, pas le même. Mon père a eu un cancer des os. Il est mort très très vite, en quelques mois. Et ma mère a eu un cancer du sein, qui a duré plusieurs années. Et elle est morte, enfin elle s'est battue pendant 5 ans et finalement elle est morte au bout de 5 ans. Mon père m'a parlé de sa maladie assez rapidement, mais j'étais assez jeune et j'ai pas vraiment voulu entendre. C'est-à-dire j'ai écouté, enfin j'ai bien compris ce qui se passait, mais j'ai pas voulu prendre en compte sa maladie et comme c'est arrivé vraiment très très rapidement, j'ai pas eu le temps vraiment de m'y faire. Ma mère m'a parlé de sa maladie très rapidement aussi. Elle a pris beaucoup de place forcément puisqu'elle avait des traitements et qu'elle avait des chimios qui duraient sur plusieurs années. Quand mon père m'a annoncé qu'il avait un cancer, il n'a pas prononcé le mot cancer. Il m'a dit qu'il allait perdre ses cheveux. Mais bon, j'étais assez au courant pour savoir que c'était un cancer. Comme je vous dis, j'ai un peu mis de côté. J'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai un peu continué comme si de rien n'était. Et quand ma mère m'a dit qu'elle avait un cancer, là j'ai eu peur, parce que c'était mon dernier parent survivant. J'ai également rencontré Catherine Roupin. Elle est pharmacienne de formation, mais a lancé Macaria pour aider les personnes à préparer leurs funérailles et leur mort. Je me suis rendu compte, mais par toutes des expériences privées, perso, dont notamment la dernière conversation que j'ai eue avec mon papa et des clients à la pharmacie, mais qu'il y avait une demande de pouvoir aider les personnes qui sont malades ou en fin de vie et que c'était un sujet dont on ne parlait pas, dont on ne voulait pas parler et qui était tabou. Bon, à la pharmacie, on parle de tout facilement et aux pharmaciens, on raconte tout. Et donc, je me suis dit, ben voilà, ce serait intéressant de mettre en place de l'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, tout comme on prépare une naissance, comme on prépare un mariage, comme on prépare un voyage. Mais ici, on prépare ensemble son grand voyage. La seule date qu'on ne connaît pas, évidemment, c'est la date de départ. Mais aussi Sarah Dumont, qui a créé Happy Ends, un média sur la mort. J'ai créé Happy End en avril 2018, suite à la mort de mon père, enfin quelques années après la mort de mon père. Ce que je me suis rendu compte en étant confrontée à un deuil, en fait, qu'il n'existait pas de médias indépendants en France qui parlaient du sujet de la mort. Et, en fait, les seules personnes, les seuls professionnels qui parlaient de la mort, finalement, c'était essentiellement des pompes funèbres ou des assurances obsèques. Or, il y avait des médias sur toutes les étapes de la vie importantes, que ce soit la naissance, le mariage, la retraite. Il y avait aussi des sites pour les aidants, mais il n'y avait pas de site sur la mort, alors que finalement c'est bien le seul moment de la vie qu'on allait tous vivre en commun avec évidemment la naissance. Déjà au début je me sentais super seule puisqu'il n'y avait pas de réseaux sociaux sur la mort, des comptes Instagram, des groupes Facebook, enfin voilà, il y avait rien. Il y avait aux États-Unis le mouvement de Death Positive, il y avait un podcast quand j'ai aussi créé le podcast Happy End qui s'appelait Mortel qui venait de se lancer, de Taos Merakchi si je me trompe pas. Voilà, mais c'est vrai que dans mon entourage déjà il y a eu quand même pas mal d'étonnements de
qu'est-ce qui lui prend en fait, est-ce qu'elle est en train de régler son deuil, de faire son deuil à travers ce projet. Ça a suscité quand même l'étonnement. Il y avait aussi ce mouvement de recul, quoi, un site sur la mort. Enfin, parfois, je sentais des frissons même dans le corps des gens quand je prononçais, quand j'expliquais ce que je faisais. Toutes les trois ont rencontré le même problème lorsqu'elles ont été confrontées à la mort. Personne n'en parle. Juliette Caz, chercheuse en thanatologie, nous explique pourquoi. La thanatologie est la science de la mort, ou en d'autres termes, l'étude de la mort. En étudiant justement l'histoire funéraire, on voit que c'est très très ancien. Quand on prend la période romaine, par exemple, avec l'idée de la souillure sociale à cause de la mort qui est au sein des vivants, on le voit aussi dans les emplacements des nécropoles, à l'extérieur de la vie des vivants, voilà, à l'extérieur des villes, comment on a aménagé l'espace des morts par rapport à l'espace des vivants. Je m'appelle Maya Latrobe et je suis donc accompagnatrice funéraire. Il y a des gens pour qui ça fait sens parce qu'ils ont vécu un deuil, parce qu'ils savent à quel point c'est important ces métiers-là, etc. Pour les gens qui n'ont pas été confrontés à ces métiers-là, qui n'ont pas été clients, on va dire, de ce secteur professionnel-là, ils ne comprennent pas. Ils disent mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es déprimé, ça va pas, pourquoi tu veux travailler dans la mort, c'est horrible. Et ils voient que le chagrin, ils voient que la tristesse, ils voient que la lourdeur. Et en fait, moi, j'essaye toujours de leur dire, mais en fait, dans un enterrement, et notamment dans une cérémonie, ce qui se partage le plus, c'est l'amour. Évidemment, il y a du chagrin, mais il y a peu de moments où les gens sont aussi vrais, les gens sont aussi bienveillants les uns avec les autres. La mort, en fait, au début, il y a ce sujet, on n'en parle pas parce que ça pourrait porter malheur. Il y a un truc comme quand on fait son testament et on va mourir le lendemain, quoi. Donc on ne fait pas son testament. En fait, ça porte pas malheur de parler de la mort. Et puis surtout, en fait, quand on ouvre la porte, moi avec mon métier évidemment, en fait, les gens ont plein de choses à dire sur la mort. La superstition, elle est là. Et en même temps, on ne peut pas empêcher les gens d'être superstitieux. Moi, je sais qu'on me demande souvent si j'ai pas peur d'avoir la poisse, ou si, parce qu'évidemment, autant je travaille sur des archives, mais je travaille aussi avec des corps, que ce soit sous forme de squelettes ou quand j'étais en pompe funèbre avec des corps récents. De toute façon, on va tous mourir, donc dans mon cas, je me dis que je travaille ou non dessus, ça sera ma fin. Donc peu importe quand est-ce qu'elle arrive, voilà, la superstition ici n'a pas lieu d'être. Mais c'est la même chose aussi quand on fréquente des endeuillés. C'est oh là là, j'ai pas trop envie de le fréquenter, celui-là il porte la poisse. La mort est un sujet qui n'a pas de place en fait dans notre société, pour différentes raisons. D'un point de vue déjà, la mort a quelque part disparu un petit peu de notre champ de vision. On n'arrête pas de la voir dans les séries télé, au journal télévisé, mais dans la mort intime, quelque part, a perdu sa place. Aujourd'hui, avant, on veillait nos morts chez soi, on les accompagnait jusqu'à leur dernier souffle, on portait le deuil. Je suis née dans une famille de médecins, donc nous, de médecins de pharmaciens, donc nous, la maladie, la mort, je ne vais pas dire la mort exclusivement, mais la maladie et tout ça, j'étais entourée là-dedans. On a toujours appelé un chat, et donc moi, ça ne me fait pas peur, parce que moi, ça fait partie de la vie. Je veux dire, c'est comme une naissance, il y a la mort derrière. Je pense que ça dépend aussi du dialogue qu'on a avec la personne qui va mourir. Tout dépend de la façon dont elle appréhende aussi sa disparition et sa mort. Je pense que plus cette personne va le vivre, entre guillemets, bien, plus ça va rejaillir en fait sur les autres. Le fait d'en parler, de parler du fait qu'on va mourir, ça peut atténuer la douleur de ceux qui vont rester. Ça n'enlève pas la douleur. La douleur, elle va être là parce que le manque est très fort. C'est un sujet banni des conversations, c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qu'on souhaite éviter. Mais même si la mort provoque beaucoup de chagrin, ne serait-elle pas aussi un moyen de vivre ? Le deuil, c'est comme la traversée d'une toundra, c'est-à-dire que c'est un sol gelé, venté, glacé, terrible. Et la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on ne va pas pouvoir éliminer le chagrin, mais par contre, on va pouvoir prendre des couvertures, le plus de couvertures possible. Et les couvertures, ça va être les amis qui téléphonent, ça va être les amis qui déposent à manger parce qu'on est fatigué, qu'on n'a pas l'énergie de se faire à manger, ça va être quelqu'un qui envoie un texte magnifique, quelqu'un qui retrouve des photos anciennes et qui les partage. Et donc, dans l'avant-cérémonie, c'est tout ça, les couvertures. Et la cérémonie, c'est vraiment le moment où on va... quand je dis que c'est un temps sacré, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on va vraiment se créer des feux de camp pour vraiment montrer qu'en fait, il y a des choses de celui qui est mort qui ne disparaîtront pas.
Et donc, par exemple, voilà, je me souviens d'une dame qui adorait ramasser des coquillages à la plage. Elle passait des heures, toute sa famille l'attendait pendant des heures. Elle disparaissait tout au bout pour aller chercher des coquillages. Et ben, on a fait son geste d'hommage au-dessus du cercueil où chacun avait un coquillage à déposer sur le cercueil. Et en fait, cet amour des coquillages, il disparaîtrait pas. On a toujours, quand on regarde en archéologie, on voit qu'on a des personnalisations, qu'on a des choses comme ça. On célèbre en effet la vie du défunt. On voit sur les épitaphes qu'on raconte la vie de la personne, que ce soit commandé par la personne ou commandé par un de ses proches. On voit qu'il y a une célébration de la vie de cet individu. Même si c'est une célébration de la vie, il ne faut pas oublier que oui, il y a une célébration de la vie quand on honore le défunt, que ce soit pendant la cérémonie ou après, quand on se remémore le défunt. Mais il y a aussi l'aspect, en fait, dans le sens célébration, c'est vrai que moi j'entends un aspect un petit peu joyeux, et c'est vrai que voilà, là-dessus, moi j'ai envie de dire attention aux injonctions. On est quand même sur un phénomène physique, physiologique et psychologique très difficile. C'est une étape de stress extrêmement importante pour un humain, c'est même la plus stressante au cours d'une vie. Et donc l'injonction un petit peu que je ressens au fait de célébrer avec cet aspect joyeux derrière, j'ai envie de dire attention quand même parce que ne réfuter aussi cette douleur, c'est pas forcément bon. Celui qui part, à partir du moment où il sent que sa fin de vie est proche et qu'il a mis en place et qu'il est serein, je pense que c'est une belle mort. Maintenant, la façon dont il part, ça laisse un vide pour ceux qui restent. D'où l'intérêt de préparer, de pouvoir discuter. Quand quelqu'un est confronté à un futur décès, je dis, et si c'est un proche, je dis, apprenez à dire au revoir. Laissez-les partir. Ils ont le droit de partir. Que aussi pour certaines personnes, le fait de mourir ou le fait d'avoir un défunt enfin un proche qui décède, ça peut être un soulagement face à des grandes souffrances, face à des moments de vie, de fin de vie qui peuvent être très complexes. Et cette mort-là, c'est pas qu'elle est heureuse, c'est plutôt une délivrance. De célébrer la vie de celui qui est parti au cours des funérailles. Je pense que ça aide beaucoup les vivants, d'ailleurs aussi, à garder un souvenir qui soit pas, enfin, évidemment, qui est douloureux, mais en tout cas qui ressemble à celui qu'on honore à ce moment-là. J'ai l'impression que la demande, effectivement, évolue peu à peu. En tout cas, ce qui me semble important, c'est de parler de ses souhaits avant de mourir. Je pense que tout le monde y pense. Tout le monde dit « je devrais ». Mais peu passent à l'action. Il y a notamment toutes les déclarations anticipées en ce qui concerne la maladie, la fin de vie, les obsèques, léguer son corps à la science. Donc ça, c'est la partie papier, fin de vie, mais qui est très très émotionnelle. Mais il y a des choses qu'on peut préparer, qu'on peut déjà signer à l'avance. Ça, mais je vais jusqu'à ranger l'appartement, vider la maison. Hein. Donc attention, on commence à ranger pour pas laisser les 40 ou 50 dernières années de ce qu'on a accumulé chez soi à la maison, en disant mais vous rangez une pièce par mois, on y va. Ça permet aussi de repasser en revue toute sa vie, ça permet aussi de laisser ce qu'on a envie de laisser et de ne pas laisser ce qu'on n'a pas envie que les enfants voient. Moi j'aurais beaucoup aimé dire au revoir à ma mère, mais ma mère n'a pas eu ce moment-là. Elle n'a pas eu l'envie, le courage, le désir, je ne sais pas, elle avait peut-être trop peur de dire au revoir. Donc il y a une forme de respect qu'il faut avoir aussi, parce que finalement c'est quand même la personne qui va mourir qui va faire ce passage. Donc il faut essayer de respecter son moment, s'il arrive. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.